Oui. On n'a pas été surpris par ces élections. Par contre, oui, il y a quand même quelques faits nouveaux. Il y a d'abord des faits récurrents, c'est-à-dire l'impréparation, la mauvaise organisation, la tricherie, l'achat de conscience ou des votes par la distribution d'argent et le fait que la CENI est contrôlée par le PCT depuis la colère au niveau national et au niveau local, c'est le PCT qui contrôle. Pour preuve, le président de la CENI, M. Henri Bouka, est membre du Parti congolais du travail, non pas des moindres, c'est dans la hiérarchie de direction du PCT. Le ministre de l'administration du territoire est lui-même membre du comité central du PCT et ils sont très nombreux. On peut dire que c'est eux qui conçoivent, qui organisent les élections. À quoi pourrait ressembler la future Assemblée nationale congolaise? Une assemblée Mais des la enfants, future des assemblée, dignitaires. on peut déjà, elle se prédestine déjà. Il y a eu au premier tour 103 députés du PCT. Mais il faut maintenant aller voir la composition de ces 103 membres du PCT. Ce sont les parents, ce sont les enfants, ce sont les anciens caciques, ce sont les petits-fils, ce sont les makangou. Et ça va être un club familial ou un club des criminels organisés, puisque la situation de notre pays est telle que on peut penser que ceux qui dirigent, y compris au gouvernement, à l'Assemblée et un peu partout dans toutes les institutions, ils ont un pacte de non-agression, de non-sanction. Chacun peut faire ce qu'il veut. Le Parlement ne sanctionne personne. La justice ne sanctionne personne. Le gouvernement ne sanctionne personne. Bon, cette Assemblée va continuer à être la boîte aux lettres pour cautionner tout ce que le gouvernement, tout ce que le PCT mijote ont comme projet pour le Congo. Et quel projet? On a entendu Bruno Itoa dire, tant qu'on n'a pas fini de développer ce pays, Tokoti Kate. Et voilà leur projet, ils ne vont jamais laisser. Dans la même logique, évidemment, il y a eu un cas à Mosenjo, c'est cela, c'est le maire de Mosenjo. J'allais en arriver là. Celui qui n'a même pas participé, celui qui n'a même pas participé aux élections, il n'était pas sur la liste des candidats et il est élu. Et le maire écrit pour dire, mais le ministre a lu quelqu'un qui n'était pas candidat, qui n'avait pas de bulletin. Comment on peut expliquer ça, M. Perrin? Comment on peut expliquer? Ailleurs, le ministre démissionne. Il a eu ce nom-là où, s'il lisait les résultats sortis des urnes, Merci à toutes et à tous de suivre ce numéro de Droit de Savoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous nous rejoignez pour la première fois sur TLR-TV, soyez les bienvenus. Mais merci également de vous abonner pour être prévenu de nos prochains numéros. Je suis Christian Perrin. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Jean-Pierre Anyangoy. Vous êtes président du Parti du Peuple. M. Anyangoy, bonjour. Bonjour, Christian. En tout cas, merci d'avoir encore accepté notre invitation. Monsieur Jean-Pierre Anyangoy, avant de continuer, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis Jean-Pierre Anyangoy de nom. Je suis ingénieur des eaux et forêts de formation à la retraite depuis bientôt un peu plus de 10 ans que je suis à la retraite. En tant qu'ingénieur, j'ai occupé des fonctions au niveau national ici au pays. J'ai été secrétaire général du ministère de l'économie forestière au ministère des eaux et forêts dans les années 80 à 85. J'ai assumé également des fonctions de directeur de société forestière
à Mossenjo, Sibom, à Pointe-Noire, Sidétra, et dans la structure, une autre société de reboisement, le Service national de reboisement, j'étais aussi directeur. Et après, j'ai travaillé à la FAO comme expert, consultant, et conseiller technique principal de projet dans le domaine toujours des eaux et forêts en Guinée équatoriale, au bureau de la FAO à Brazzaville. Et ensuite, je suis allé dans une structure sous-régionale, le réseau des aires protégées d'Afrique centrale, qui a pour siège le Gabon. Et là, j'ai terminé ma carrière d'expert en tant que secrétaire exécutif du réseau des aires protégées d'Afrique centrale. Et quand j'ai terminé là, j'ai passé 10 ans comme secrétaire exécutif de cette structure. J'ai effectivement décidé de prendre ma retraite, mais je reste quand même actif en tant que consultant indépendant. Et quand je suis sollicité, notamment dans le domaine de la gestion de la biodiversité, de la conservation de la nature. Voilà ce que je peux dire de mon expérience professionnelle. En tout cas, merci. Maintenant, Ça fait... je me suis engagé également dans la politique, surtout après avoir terminé les activités professionnelles qui m'occupaient beaucoup. Maintenant, j'ai un peu assez de temps et j'ai décidé de m'engager en politique, et c'est au sein du Parti du Peuple où j'occupe actuellement la fonction de président depuis 2018, où le président fondateur, le défunt William Ota, m'avait sollicité de voir si je pouvais animer ce parti, étant entendu qu'il se trouvait en France avec des problèmes de santé qui faisaient qu'il ne pouvait plus revenir ici pour animer le parti. Et ensuite, en 2021, on a organisé le premier congrès du parti, et c'est là où j'ai été confirmé par le congrès comme président du parti. En tout cas, merci. Vous avez un background très fourni et aujourd'hui, vous avez décidé de vous mettre au service du peuple congolais, à la tête, bien entendu, du Parti du peuple, vous avez dit, le pape. Au centre de cette interview, M. Jean-Pierre Anyangos, il analyse du dernier scrutin au Congo, au Brazzaville, notamment le premier tour des législatives 2022. Je sais que vous avez suivi le déroulement du premier tour. Quelles leçons en tirer? Parler des leçons à tirer de ces dernières élections, je tiendrai d'abord à relever le fait que le pape, qui travaille en symbiose avec la fédération de l'opposition et bien d'autres partis qui n'appartiennent pas à cette plateforme, nous avions décidé de boycotter ces élections. D'aucuns nous ont reproché de faire toujours la politique de la chaise vide, parce que déjà avant l'élection présidentielle de 2021, il y a eu une concertation à Madingou. Là, nous avions vu les conditions qui ont prévalu avant l'organisation de cette concertation. Nous avions trouvé que cette concertation était en réalité une réunion du PCT avec ses affiliés, et on invitait quelques partis d'opposition pour aller cautionner ce qu'ils avaient déjà arrêté. Nous avions refusé de participer à cette concertation. Et la suite, on a vu l'élection présidentielle s'est passée. On a déjà par le passé tiré des leçons, lesquelles leçons nous ont donné raison, qu'on avait eu raison d'appeler au boycott de cette élection qui s'est terminée par le décès tragique dans des conditions non encore élucidées de Parfait Kolela, qui était le seul opposant, disons, pas le seul, il y avait Mathias Ndjon qui avait participé à cette élection. Alors, après l'élection de 2021, il était donc question maintenant de passer aux législatives
Dans la même logique, nous savions que le PCT va chercher à consolider sa majorité au sein du Parlement. Et pour cela, quand on a dit qu'il fallait aller encore à la concertation au Rwanda, prélude à ces élections législatives et locales, déjà nous étions exclus, puisque l'organisateur, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et du développement local, avait déjà épinglé quelques partis qui devaient se concerter préalablement à Brazzaville avant d'aller à Rwanda. Nous, on n'était pas pris en compte. Bon, ça ne nous a pas étonnés. C'est comme la fédération de l'opposition et bien d'autres partis d'opposition. Mais monsieur Jean-Pierre Agnangoy, nous avons eu vent qu'à la dernière minute, avant même que la concertation démarre, vous avez été consulté, je crois, vous avez été invité par le ministre de l'Intérieur. Je parle de la fédération de l'opposition. Je dis qu'on n'a pas été concerné, ni la fédération, ni le pape, même si nous on travaille avec la fédération, mais on n'est encore pas membre à part entière de la fédération. Mais nous sommes alignés presque sur le même piédestal que la fédération. On n'était pas invités. Il y a juste quelques temps, 2 jours ou 3 jours avant la concertation, qui se sont ravivés qu'il fallait inviter la fédération, alors que les concertations qui étaient programmées étaient déjà bouclées. Ils avaient déjà entendu tous les partis. Ils avaient déjà arrêté l'ordre du jour de la concertation. Et puis, au dernier moment, on dit à l'opposition, particulièrement à la fédération, qu'il faut absolument venir, on va aller débattre. On a dit pour aller cautionner, c'est ça? Exactement. Et on a refusé. Donc, dans la même logique, on ne pouvait pas se présenter à ces élections. Certains opposants qui y sont allés, au retour, non, avant d'aller, on dit non, cette fois-ci à Rwanda, c'est la bonne concertation et on va régler les problèmes de la transparence électorale. Bon, nous, on a dit, OK, allez-y. Quand ils sont revenus, ils n'ont plus jamais parlé. Et ça, on peut le constater. Les ténors qui ont fait des déclarations tapageuses avant la concertation de Rwanda, quand ils sont revenus, plus personne n'a parlé. Et il y en a qui ne sont plus partis aux élections. Mais nous, pour nous, c'était une logique. On n'était pas à la concertation. C'était la répétition des concertations et la répétition de la même mascarade ou des mêmes mascarades électorales. Bon. Ceci dit, pour le décor, je peux maintenant répondre à votre question. Oui. On n'a pas été surpris par ces élections. Par contre, oui, il y a quand même quelques faits nouveaux. Il y a d'abord des faits récurrents, c'est-à-dire l'impréparation, la mauvaise organisation, la tricherie, l'achat de conscience ou des votes par la distribution d'argent et le fait que la CENI est contrôlée par le PCT depuis la colère au niveau national et au niveau local, c'est le PCT qui contrôle. Pour preuve, le président de la CENI, M. Henri Bouka, est membre du Parti congolais du travail, non pas des moindres, c'est dans la hiérarchie de direction du PCT. Le ministre de l'administration du territoire est lui-même membre du comité central du PCT et ils sont très nombreux. On peut dire que c'est eux qui conçoivent, qui organisent les élections. Et ils placent également beaucoup de candidats partout, même avec leurs propres alliés, les quelques partis alliés qui sont avec eux, mais ils ont toujours la portion congrue. Mais pour revenir à l'essentiel, la CENI est contrôlée par le PCT. Elle n'a rien d'indépendant. La preuve, ce n'est pas le président de la CENI qui proclame les résultats, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, qui organise au fait les élections? C'est la CENI ou c'est le ministère de l'administration du territoire?
Alors, quand on a un tableau comme celui-là, je dis, les mêmes choses se sont répétées. Tout ce qu'on a déploré, avec le défaut de révision des listes, avec des cartes de lecteurs qui sont distribuées au dernier moment, la liste soi-disant révisée n'est pas affichée à temps dans les lieux où on devait voter. Les gens donc ne peuvent pas savoir s'ils sont retenus ou s'ils ne sont pas retenus. Et les tricheries, cette fois-ci, ce que je peux dire, c'est que tout ce qui s'est toujours passé lors des élections antérieures, cette fois-ci, ça a été au plus grand jour multiplié, on peut dire par 10, tous ces déboires, avec Alors, quelques faits. évidemment, monsieur Jean-Pierre Aliango, depuis bien longtemps, hein, les Congolais n'ont plus confiance aux élections. On se souviendra d'ailleurs de la déclaration de la conférence épiscopale du Congo, c'était en février 2021. Alors, la conférence épiscopale émettait déjà des sérieuses réserves sur l'élection présidentielle de mars 2021. Alors, plus d'un an après, on vient de vivre ce que les Congolais appellent aujourd'hui par une mascarade, mais vraiment la pire des Mais c'est élections la que les plus Congolais grosse. n'aient C'est la plus jamais grosse de connue. notre histoire de mascarade. C'est la plus grosse. Évidemment, moi, Donc, ma question était de savoir que vous inspirent les résultats de ces élections législatives. Le ces premier tour, tout de résultats même. ne sont simplement nullement crédibles. Je vais vous citer quelques faits saillants, c'est ce que j'allais dire, qu'en dehors des faits répétitifs, cette Oui. fois-ci, il y a même quelques faits nouveaux et les anciens faits, les faits répétitifs sont aggravés. Mais ce qui est nouveau, c'est quoi? Je citerai ça peut-être à la fin. Mais le cas Motombe à Ouesso, les cas où on a suivi comment il fait sa campagne, ce n'est pas pour dérouler le programme du Parti congolais du travail, ce qu'il va faire ou ce qu'il a déjà fait, car il y a un bilan de décennies. Au lieu de mettre l'accent sur le bilan du parti qu'il représente, mais il nous étale ce que tout le monde a entendu et déploré. Mais lui, ce qu'il a fait, tout le monde le fait. C'est même, il y a des faits plus graves que ce que lui, il a fait. Mais pourquoi il n'y a que lui qu'on a sanctionné? Ailleurs, il y a eu les mêmes actes et on n'a pas sanctionné. Donc, ce fait, c'est un fait saillant. Il y a eu le cas de la fille de Tchatima Diala. Biala qui était à Ouesso, s'est présentée à Ouesso 2, qui également aussi s'est fait presque agresser et on l'a entendu pleurer, et non pas pour appeler ou interpeller le président de l'UPADES au nom duquel elle s'était présentée, mais c'était pour appeler papa. Donc, c'était le candidat de papa, ce n'est pas le candidat de l'UPADES. Papa, papa, on nous a fait ceci, on nous a fait ceci. C'est un pays de merde. Ah, elle découvre que c'est un pays de merde parce qu'on l'a violenté, on l'a brutalisé. Et ensuite, on va se demander, cette fille-là, est-ce qu'elle était réellement militante de l'UPADES? Elle occupait des fonctions à l'UPADES? Y avait-il pas au sein de l'UPADES meilleur candidat qu'elle? Quelle expérience de gestion du parti cette fille-là a? Alors, ce phénomène, j'extrapole, c'est le nouveau phénomène de ce qu'on appelle, ou on appelle maintenant la parotocratie. On a vu cette fois-ci les enfants, les petits-enfants et les makambous des caciques du PCT ou et de ses partis alliés prendre d'assaut les circonscriptions électorales pour aller à l'Assemblée. Mais quand vous regardez ces jeunes gens, et on a entendu le président tirant les leçons à sa manière, se réjouir que les jeunes s'engagent dans la politique. Mais quels jeunes qui s'engagent à la politique? Leurs enfants.
C'est pour préparer la succession. Mais évidemment, à quoi pourrait ressembler la future Assemblée nationale congolaise? Une assemblée mais des la future enfants, des assemblée, dignitaires. on peut déjà, elle se prédestine déjà. Il y a eu au premier tour 103 députés du PCT. Mais il faut maintenant aller voir la composition de ces 103 membres du PCT. Ce sont les parents, ce sont les enfants, ce sont les anciens caciques qui ont 15 ans, 20 ans comme députés dans des localités comme Kélé-Chemois, comme à Mbomon, comme un peu partout. Ce sont des députés qui ont 10, 15, 20 ans maintenant qu'ils vont briguer la 20e année à la députation. Mais on se demande concrètement quel est le bilan que ces députés ont présenté à leurs électeurs dans l'amélioration des conditions de vie de leurs électeurs, dans la résolution des préoccupations de ces électeurs. Maintenant, ceux-là, c'est les caciques, les anciens, mais les nouveaux, ce sont les enfants, ce sont les petits-fils, ce sont les makangou. Et ça va être un club familial ou un club je peux dire comme ça, des criminels organisés, puisque la situation de notre pays est telle que on peut penser que ceux qui dirigent, y compris au gouvernement, à l'Assemblée et un peu partout dans toutes les institutions, ils ont un pacte de non-agression, de non-sanction, chacun peut faire ce qu'il veut, le Parlement ne sanctionne personne, la justice ne sanctionne personne, le gouvernement ne sanctionne personne. Bon, cette Assemblée va continuer à être la boîte aux lettres pour cautionner tout ce que le gouvernement, tout ce que le PCT mijote ont comme projet pour le Congo. Et quel projet? On a entendu Bruno Itoa dire, tant qu'on n'a pas fini de développer ce pays, Tokoti Kate. Et voilà leur projet, ils ne vont jamais laisser. Mais ils vont développer le Congo quand? Et depuis quand une génération, fût-elle des illuminés, peut prétendre achever le développement d'un pays? En 40 ans, quel est l'état de développement que le PCT, duquel le PCT peut se vanter? Alors, et on dit, tant qu'on n'aura pas fini, on ne quittera pas. Et c'est cela que cette Assemblée va défendre, maintenir le pouvoir. Et puis, bon, là, le pétrole augmente, les prix du pétrole flambent. Et le gouvernement venait de voter ou d'élaborer la révision du budget. L'Assemblée actuelle va certainement entériner ça. Mais qu'est-ce que ce budget, ce nouveau budget, ces revenus supplémentaires vont apporter comme solution au problème des Congolais? J'ai entendu le ministre des Finances annoncer un chiffre de 100 milliards pour alléger le panier de la ménagère ou soigner le panier de la ménagère. Mais quelles sont les mesures concrètes? Qu'est-ce qu'on va faire concrètement avec ces 100 milliards pour que ça produise des effets positifs dans l'amélioration du panier de la ménagère? On a parlé de l'agriculture qu'ils vont promouvoir, mais ces 40 tracteurs agricoles qu'on a présentés à la télé au peuple congolais, c'est la honte. J'étais même depuis hier dans un taxi, 2 taxis. Oui. Même les chauffeurs de taxi disent, mais 40 tracteurs, ça signifie quoi? 40 tracteurs, ça représente quoi pour développer l'agriculture au Congo? Et on va les affecter dans quel département? Combien de tracteurs par département? Et les districts? Donc, vous voyez que ça, c'est des questions que l'Assemblée devrait voir. On a des recettes supplémentaires qui arrivent, le prix du baril a augmenté, la production du pétrole a augmenté. J'ai lu dans les réseaux et plus particulièrement sur les institutions qui suivent ces questions
le Congo a une augmentation de 9 000 barils par jour, est passé maintenant à 26 000 par jour, barils de pétrole par jour. Donc, ça représente une augmentation de 9 000 barils par jour, soit 3% par rapport au premier trimestre de 2022. C'est beaucoup d'argent que ça va engranger. Et malheureusement, la population demeure dans la précarité, dans la misère. C'est curieux, ce paradoxe. Comment expliquer cela? Le paradoxe, c'est qu'on n'a pas des dirigeants qui vivent ou qui pensent, qui dorment en pensant au peuple. Leur préoccupation, ce n'est pas du tout le peuple, c'est se maintenir au pouvoir. Et l'argent va dans, on connaît la sécurité, l'achat des armes, ça fait partie de la sécurité, mais quand je dis sécurité, c'est les services de répression, la surveillance de la population. Ça mobilise des milliers de jeunes gens. C'est le plus grand travail maintenant qu'il y a au Congo pour les jeunes. C'est aller dans la police, aller dans la gendarmerie, aller dans l'armée. Les autres corps de métier, il n'y a pas d'embauche. Il n'y a pas de création d'entreprise. Monsieur Jean-Pierre Anyango, est-ce qu'on peut dire également que l'opposition congolaise a une part de responsabilité dans tout cela par manque de mobilisation, de dynamisme, mais aussi d'anticipation? C'est oui et non. Oui, parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas de responsabilité. Si on existe, c'est parce qu'on doit justement combattre tout ce qui je suis en train de dénoncer, que tout le monde, même le Congolais moyen, sait que ça ne va pas, le pays va mal. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire que l'opposition n'a pas fait? Déjà, le premier problème, c'est qu'on n'a pas la liberté de communiquer, la liberté d'organiser des réunions, la liberté d'aller dans une salle, inviter la presse et puis parler au peuple. Parce que pour que l'opposition, les partis politiques agissent pour changer certaines choses, il faut parler au peuple. On ne peut pas aussi avoir des débats avec ceux qui dirigent, pour des débats contradictoires. Au Parlement, on n'est pas suffisamment représenté. Ceux qui sont là-bas, en général, sont ceux qui sont acquis. Mais ceux qui sont à l'extérieur, on pouvait avoir des débats organisés entre l'opposition et la majorité dirigeante. On voit en face de nous à Kinshasa, quand je suis personnellement les débats politiques qui se passent en RDC sur les chaînes nationales, on se dit, même là à côté, on n'a pas toujours besoin d'aller regarder la France ou les États-Unis qu'on appelle des pays de la grande démocratie. Même si à Kinshasa ou en RDC, on ne peut pas dire que la démocratie a atteint des performances, mais déjà au moins au niveau du débat, ça permet d'éveiller la conscience de la population, d'élever la conscience. Et quand un peuple est éduqué, quand un peuple a un niveau de conscience élevé, il n'accepte pas n'importe quoi de la part des dirigeants. Et en ce moment-là, quand les dirigeants savent que la population n'accepte pas ça, ben, les dirigeants rectifient leur manière d'agir. Oui, mais monsieur Jean-Pierre Anyango, puisque vous avez choisi la politique de la chaise vide, sinon le boycott des élections, comment serez-vous représenté à l'hémicycle? C'est ça le problème. Mais le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas choisi la politique de la chaise vide. Parce que même si on allait, le résultat serait le même pour les raisons que j'ai évoquées, la tricherie. Les listes électorales ne sont pas révisées. Le bourrage des urnes, on l'a déploré un peu partout, mais je peux citer des cas. Par exemple, dans un village en Boy, dans le district de Kélé, puisque je suis de là, vous avez un candidat qui est élu à 100%. Mais celui qui est le second a pratiquement le même nombre de voix. Si vous les
calculer le pourcentage par rapport aux inscrits, 333 inscrits, il a 100%. Ça veut dire que les 333, il n'y a même pas eu quelqu'un qui est tombé malade ce jour-là. Les 333 ont voté pour lui. Mais le second a près de 49%. Donc, le nombre d'électeurs en faveur du deuxième, si vous tirez le pourcentage sur les 333, il a 49%. Et il y a l'autre qui est à 100%. Alors, allez comprendre ça. On fait quel calcul là pour quelle magie? Ça veut dire qu'il y a eu bourrage des urnes et au finish, on se retrouve non pas avec 333 inscrits, on se trouve avec, oui, 333 inscrits, mais peut-être 500 votants. Et les 500 votants sont, les 200 de plus sont venus du bourrage des urnes. Toujours chez moi à Kélé, il y a eu même les gendarmes qui étaient chargés de surveiller, de suivre les élections, qui ont arrêté des gens, y compris le chef du bureau de vote, en train de bourrer les urnes. On les a arrêtés, on les a incarcérés. La gendarmerie a fait son rapport. Mais ça a été envoyé à la CENI, mais ça n'a pas empêché jusque-là de confirmer, si ce n'est pas fait, mais on sait que la Cour constitutionnelle va confirmer ces résultats. Il va rejeter les recours comme d'habitude. Et puis, toujours dans la même logique, évidemment, il y a eu un cas à Mossenjo, c'est cela, c'est le maire de Mossenjo. J'allais en arriver là. Celui qui n'a même pas participé, celui qui n'a même pas participé aux élections, il n'était pas sur la liste des candidats et il est élu. Et le maire écrit pour dire, mais le ministre a lu quelqu'un qui n'était pas candidat, qui n'avait pas de bulletin. Comment on peut expliquer ça, M. Perrin? Comment on peut expliquer? Ailleurs, le ministre démissionne. Il a eu ce nom-là où, s'il lisait les résultats sortis des urnes, et comme ce monsieur n'était pas est-ce que candidat, cela veut simplement dire que les résultats sont déjà, en fait, voilà, les résultats étaient d'avance. déjà établis avant et on n'a pas eu le temps de tout ajuster, de tout actualiser et on lit le nom de quelqu'un qui n'a même pas été candidat. Ça, quel crédit ça peut donner à ces élections? Rien que ça, à mon avis, on devrait annuler ces élections. Donc, Alors, évidemment, puisqu'on si nous parle on était parti, on allait changer quoi? Vous avez vu Mounari à Mouyonzi. Tout le monde a vu que visiblement Mounari passait au premier tour. Mais on a trouvé moyen de dire que non, ils vont aller à un deuxième tour. Et en ce moment, le PCT a toute sa batterie en marche pour que Mme Mikolo, qui a eu 22% au premier tour, puisse battre Mounari au deuxième tour. Vous savez quelle alchimie ils vont faire pour réaliser un tel résultat? Comment elle va combler la différence pour battre Mounari à Mouyonzi? Mais par l'alchimie dont ils ont le secret. Mais le secret qui est connu aujourd'hui, puisque cette fois-ci, ça a été vu, on a attrapé les gens, je crois, les canards, en train de distribuer l'argent. À Mbunda, on a vu des milliers de procurations signées par le maire pour que les gens aillent voter par procuration. Une circonscription comme Mbunda, comment on peut avoir 1000 personnes qui donnent des procurations? Évidemment, donc je disais tout à l'heure que, bon, comme vous l'avez dit, hein, de toute façon, les vidéos circulent, l'ampleur de la tricherie et de la fraude laisse à plus d'un Congolais pantois aujourd'hui. Le PCT s'est vu d'ailleurs obligé de tricher même dans ses fiefs à lui. Mais voilà. Comment est-ce qu'on peut interpréter cela? Que le système aujourd'hui ne fonctionne plus, ou bien il est désagrégé, il est... L'interprétation que je fais de ça, c'est que le PCT, malgré même l'argent qu'ils ont, ils ont plafonné. Le peuple est fatigué de la politique du PCT. Malgré leur slogan ou leur devise, tout pour le peuple, rien que pour le peuple,
Mais aujourd'hui, tout le monde sait que c'est tout pour eux, rien pour le peuple. Et maintenant, oui, mais bientôt, ils vont dans ce passer. contexte-là, M. Jean-Pierre Anyango, n'est-ce pas que l'opposition congolaise devrait rebondir en saisissant bien sûr cette opportunité? Il y a une certaine prise de conscience quand même au niveau de la population. Oui, certaines. De plus en plus, cette prise de conscience est palpable. Et vous avez raison de dire que l'opposition devrait rebondir malgré les vicissitudes, malgré la répression. Nous, on doit rebondir. Et au niveau du pape, nous avons pris contact déjà avec les autres pour dire il faut rapidement après ces élections qu'on se retrouve, surtout ceux qui les avaient boycottées, et au lieu que chacun soit de son côté pour donner les mêmes avis, mais il faut qu'on se retrouve pour tirer les vraies leçons. Ce n'est pas seulement dénoncer ce qui est connu pour le monde. Maintenant, comment faire avec la population, comment faire. Il va de soi que la solution, jusque-là, que nous avons toujours mis à l'avant dans la recherche des voies et moyens pour sortir de la crise, on a toujours dit il faut qu'il y ait une rencontre des Congolais pour débattre de toutes ces questions et repartir sur de nouvelles bases. C'est le dialogue qu'on a toujours appelé, mais que le système refuse absolument d'entendre, même lorsque c'est prévu par la loi. Le dialogue, le Conseil national du dialogue, mais on ne l'a jamais convoqué. Pourquoi? Et on se contente des concertations qui ne sont pas prévues par la loi. Et le président Clément Mirassa n'a cessé de clamer que ces dirigeants du PCT, du gouvernement, de la Cour constitutionnelle, ils sont tous hors la loi. Parce que ça se passe au vu aussi de tout le monde. Pas de concert, pas de dialogue, même celui qui est prévu par la Constitution. Encore moins celui qu'on devrait organiser comme une mesure politique pour sortir le pays du chaos. Mais le pouvoir fait comme si tout allait bien. Surtout maintenant avec l'augmentation du prix du baril du pétrole, l'argent va encore rentrer dans les caisses en abondance. Le FMI accorde des facilités, fermant les yeux sur les mauvaises pratiques qui consistaient à cacher même les dettes. Tout ça, ils ont découvert, mais malgré tout, on accorde quand même les facilités et l'argent va encore rentrer. Ben, ils vont dire que tout va bien, il n'y a pas de crise, on n'a pas besoin de dialogue. Bon, en ce moment-là, oui, mais généralement, c'est donc, la question que l'on ouais, pose et c'est le constat que tout le monde fait. Tout va bien puisque la population, elle est là, elle est tranquille, elle s'habitue, elle s'accoutume avec ses réalités. On suppose que tout va bien, évidemment. Pourquoi pas? Puisque rien ne présage que quelque chose ne marche pas au Congo. Et là, au niveau international, c'est tout normal que tout le monde se dise que tout va bien. c'est parfois le silence qui peut, ou le calme qui peut précéder une tempête. Hein. Quand les gens, les dirigeants, ne savent pas lire les signes des temps, la vie de leur peuple réel, il y a une déconnexion. On pense que le mensonge et la menace, les intimidations, la brutalité de la répression et le calme observé, ça veut dire que ça va bien, mais le jour que ça va exploser, ça serait peut-être pour un fait soudain, et ça explose, parce qu'on n'aura pas anticipé les événements. Mais dire qu'au Congo, tout va bien, il y a le calme plat, c'est que ça va. Je suis sûr que même cette communauté internationale qui n'attend que lorsqu'il y a du feu pour chercher venir à éteindre, ils ont leurs représentants, les ambassadeurs, les représentants de l'ONU, de l'UA, ils sont là. Les représentants de l'ONU rencontrent souvent la fédération de l'opposition. Et avant même la concertation de Rwanda, il y a eu une rencontre avec
les représentants de l'ONU. Et ils ont été surpris de savoir que la fédération d'opposition n'était pas invitée à Ouando. Et je crois que c'est à l'issue de cette rencontre qu'il y a eu comme un ressaisissement pour dire non, non, maintenant on va vous inviter. Toujours la délégation de l'ONU avant cette dernière rencontre avait rencontré les opposants et avait dit mais pourquoi vous faites la politique de la chaise vide? L'opposition avait proposé qu'on se retrouve avec le PCT. Ça avait été acté. Il y a eu une rencontre avec le PCT. Mais après, il devait y avoir d'autres rencontres pour chercher des solutions dans la concertation, dans l'esprit de dialogue. Mais le PCT n'a plus jamais accepté ni se retrouver avec l'opposition. Bref, je dis, il y a un calme. On peut dire que l'opposition ne fait rien. On peut dire que la population s'accommode de cette situation. Donc, tout va bien. Mais c'est une erreur monumentale pour le pouvoir. C'est une erreur monumentale. Alors, c'est une erreur monumentale, dites-vous, pour le pouvoir. Monsieur Jean-Pierre Anéango, nous savons que depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par coup d'État, par les armes, toutes les élections qui ont été organisées n'ont été qu'une duperie, une escroquerie politique, disait d'ailleurs Monsieur Clément Nirassa. Et le dernier scrutin vient encore de le démontrer. Il y a ce qu'on appellerait une confiscation de l'alternance politique au Congo-Brazzaville depuis le retour de Denis Sassou Nguesso. Et là, vous êtes en train de nous rappeler que vous en avez appelé au dialogue pour essayer un peu voilà, de rassembler tous les Congolais pour discuter des problèmes du Congo. Je n'y crois plus, mais peut-être un événement, comme je disais, imprévisible peut arriver et puis amener les gens à comprendre qu'il est nécessaire de dialoguer. On veut croire à la providence, monsieur Jean-Pierre Anéango. Non, je ne crois pas à la providence. C'est une manière de dire que le dialogue tel que nous le voulons et tel que le refuse le pouvoir ne va certainement pas avoir lieu. Et ça veut dire qu'il faut d'autres alternatives. Et ces alternatives, c'est entre les mains du peuple. Et les partis politiques ont leur partition à jouer. Et tout à l'heure, je vous disais que au niveau du pape, nous pensons qu'il faut qu'on cesse d'être éparpillé. Il faut réunir ce qu'il y a encore de ceux qui se croient vraiment opposition, qui veulent trouver des solutions à la situation actuelle en dehors des schémas que nous avons proposés qui ne sont pas acceptés. Mais on dit, un problème doit avoir toujours une solution. Mais il faut la chercher et il faut la trouver. Sinon, nous n'avons même plus notre raison d'être. C'est pas la peine. On peut croire que l'opposition est en train de chercher la solution, c'est ça? Ah oui, on est condamné, on doit chercher la solution. Sinon, on arrête de faire la politique et puis on se résigne comme le peuple. Mais c'est nous qui devons éveiller le peuple pour dire non, il ne faut pas dormir, il ne faut pas se résigner, il faut faire entendre le cri de cœur de la souffrance. Il faut que, si le pouvoir ne l'entend pas, mais il faut trouver les moyens de faire entendre la raison à ce pouvoir. Alors, maintenant que les élections ne convainquent plus personne au Congo-Brazzaville, il y a l'opposition, d'ailleurs, ce qui fait dire à un certain nombre de Congolais que finalement l'opposition n'existe plus au Congo-Brazzaville. C'est aussi pour dire que la population est lassée de voir tout ce qui se passe, de subir tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Vous avez dit que vous êtes en train de réfléchir sur des solutions à apporter au problème, à la crise politique, il faut le dire. Comme ça, question de faire de sorte que de matin ou demain, que tous les Congolais profitent des richesses de ce pays. Alors, quelle alternative concrètement, si on ne va pas au dialogue, on ne va pas aux élections? L'alternative, nous devons la trouver
jusque-là, on est resté un peu éparpillé. Il y a la peur qui est générée et entretenue. C'est une arme qui est utilisée par le pouvoir. C'est Mais fait est-ce que qu'elle les se gens... justifie, cette peur-là? Est-ce qu'elle se justifie? Ah oui, M. Perrin, c'est pas depuis quand vous avez quitté le pays, Non, mais ce que mais l'on sait, c'est que les peuples qui se sont libérés ont bravé la peur. Le Congo n'est oui, pas justement, le c'est ce... premier pays à vivre une dictature, soit-elle la plus féroce au monde. Je conviens avec vous. On voit des exemples. Le tout dernier exemple qu'on regarde avec beaucoup d'admiration, c'est le Sri Lankan. Mais on ne peut pas dire que là-bas, il n'y avait pas de dictature. Donc, je suis d'accord avec vous. Mais pour vaincre la peur, il faut que les gens prennent conscience, l'expriment et agissent. Bon. Nous, la conscience, je peux dire que de plus en plus, cette prise de conscience de la situation est réelle. Parce que les gens vivent la situation dans leur chair, dans leur ménage, sur toutes les sphères de la vie sociale. Bon. Ensuite, l'organisation, non, l'expression, cette expression est bâillonnée. Il n'y a pas de tribune où les gens peuvent s'exprimer. Mais ça veut dire qu'il faut trouver, se battre, soit pour arracher la liberté d'expression. Et ça, pour se battre, pour s'organiser, pour arracher cette liberté d'expression, il faut que ceux qui ont la mission d'organiser la vie politique nationale, c'est-à-dire les partis politiques, en l'occurrence ceux de l'opposition, unissent les forces au lieu d'être dispersés comme nous sommes. Je suis parti du peuple, mais le parti du peuple tout seul, qu'est-ce qu'on représente? Si je prends le PSDC du président Mierassa, il développe, il combat, il développe un discours qui éveille la conscience des populations parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Mais il faut qu'il soit accompagné par le peuple, il soit suivi par le peuple et qu'ensemble, il peut réfléchir avec le peuple, dire qu'est-ce qu'on fait. Et lorsqu'on dit on va tenir par exemple un meeting et qu'on voit que les populations suivent ce meeting parce que le message de Clément Mirassa est partagé et accepté par le peuple, si le peuple peut organiser une réunion à mobiliser ses militants et qu'ils ne soient pas molestés, ben, c'est sûr qu'à un moment, on n'aura même pas peut-être besoin de se soulever parce que le pouvoir sentira à travers l'organisation, la mobilisation de la population autour des meetings, autour où on dénonce ce qui ne va pas. Bon, le parti ou le pouvoir est aussi libre de contredire si l'opposition dit à telle chose, telle chose. Mais organisons un débat contradictoire. Ça n'existe pas. Ça veut dire que l'opposition doit maintenant imaginer en rapport avec le peuple quelle mesure serait la plus efficace pour permettre au pouvoir d'entendre la voix du peuple. Qu'est-ce que vous dites à la population congolaise, notamment à ceux qui ont commencé à perdre espoir? Ils sont nombreux, hein, ces Congolais-là. Et ils sont très nombreux. Et la preuve, c'est que même quand pour revenir aux élections, on n'a pas parlé de ça, du taux d'abstention. Encore qu'on ne peut même pas avoir ce taux puisqu'on ne nous donnera jamais les vrais chiffres. Mais les quelques chiffres que j'ai eus, par exemple, à Ouesso 2, il y avait 17 000 électeurs inscrits, mais 2 000 seulement ont voté. Ça veut dire 15 000 abstentions. On pourrait dire que peut-être est-ce que c'est notre appel au boycott lancé par le président Mirassa qui a été entendu, ou simplement les gens sont lassés de ces élections, comme on a dit, auxquelles ils ne croient plus.
Évidemment, parce que même le journal Le Monde l'a rapporté dans sa parution du 11 juillet, où il titrait d'ailleurs Congo-Brazzaville, le scrutin boudé par les électeurs. Et donc, ça a été ressenti même à l'extérieur, qu'il y a eu évidemment beaucoup d'abstention, pas d'engouement. La population aussi est déjà un peu impatiente, en train d'attendre la solution que vous êtes en train de concocter. Oui, la population, donc, pour répondre à votre question, la déception, la résignation semble être visible au sein du peuple, mais le message que je peux adresser à la population, c'est dire, si on se résigne, c'est qu'on accepte la mort. Et chez moi, il y a un adage qui dit, si vous êtes menacé, vous êtes poursuivi avec menace de mort, tant que celui qui vous poursuit pour vous donner la mort ne se fatigue pas, vous n'avez pas le droit de vous fatiguer. Si vous vous fatiguez, ça veut dire que vous attendez qu'il vienne vous donner la mort. Et ça, c'est pour dire que si ce pouvoir ne change pas, et nous sommes persuadés maintenant qu'il ne va plus changer, mais si on se décourage, on baisse les bras, ça veut dire que leurs enfants, sont déjà en train de préparer, vont assurer la relève et prolonger ou aggraver la situation du peuple, la misère du peuple. Il faut déjà dire non à ça. Mais ça, on n'a pas pu le faire. Et là, les enfants vont être là. On va avoir une assemblée tout à l'heure, vous demander qui va ressembler à quoi. Parce que c'est là aussi, pendant les élections comme ça, que le peuple devrait dire on ne vote pas. Puisque même ceux qu'on vote, on ne va pas les reconnaître qu'ils ont été élus, on fabrique les résultats. Alors, en ce moment, il vaut mieux même ne pas voter, mais ne pas voter, ce n'est pas la solution ultime. Ne pas voter, c'est juste une alerte. Mais si vous ne votez pas, vous donnez l'alerte. Si on boycotte, on donne l'alerte. Mais après, la solution, c'est au-delà du boycott, c'est au-delà de la résignation, c'est l'action. C'est dire non, ça suffit, comme le font les autres peuples. Mais comment ça et quand? Je ne peux le dire. C'est la population qui décidera. Et donc, vous avez dit, si le peuple congolais, évidemment, continue dans sa résignation, il accepte la mort, donc à moins qu'il se réveille et prenne ses responsabilités. Et surtout, je voudrais m'adresser particulièrement à la jeunesse, oui. Parce que c'est cette couche-là qui est la plus dynamique, tout le monde le dit. Même ceux qui sont au pouvoir, ils disent la jeunesse, c'est l'avenir. Mais qu'est-ce qu'ils font pour cette jeunesse, concrètement? L'école est foutue. Il n'y a pas de création d'emplois. Quand l'éducation est gaspillée dans un pays, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir, comme on dit. Et ces jeunes, je suis désolé quand je les vois porter les marinières, les drapeaux du PCT, danser parce qu'on leur a donné des subsides. Je dis, mais cette jeunesse, elle n'a pas encore compris que c'est elle la principale victime. Ce n'est pas des gens comme moi qui ai déjà fini ma vie et bien d'autres qui, quand on dit même que vous êtes là, vous ne faites rien. Mais les jeunes, quand on a plus de 14, 15 ans, 17 ans, 20 ans, 30 ans, vous n'assumez pas votre part de responsabilité. Vous ne pouvez pas distinguer que ce pouvoir ne nous aime pas. Ceux qui vous affament, ce sont ceux que vous applaudissez. Ça, c'est très grave. J'interpelle la jeunesse, ceux qui peuvent écouter cette émission. Je l'invite à une réflexion, à la maturité, à la prise de conscience, à analyser les conditions de vie qui sont les leurs. Est-ce que demain, chacun aspire à faire une famille? Pas plus tard que cet après-midi, j'étais avec un chauffeur taxi qui déplorait les situations et je lui ai dit, bon, je crois quand même comprendre que donc vous les jeunes, vous
vous savez que ça ne va pas. Il dit, mais ça ne va pas, mais c'est pourquoi moi, je ne vais même plus voter. Je dis, mais la solution, ce n'est pas ne pas aller voter. C'est qu'il faut montrer aux dirigeants que ce que vous faites n'est pas bien. Vous êtes taximan, avec le peu que vous gagnez, vous formez vos enfants, mais demain, ils seront aussi taximens. Pendant ce temps, ceux qui créent la misère éduquent leurs enfants dans les meilleures écoles, si encore même ils profitent de ces formations qu'on leur donne. Si ce n'est plutôt prendre l'argent et puis aller faire la Java, acheter peut-être le diplôme, et puis venir remplacer, aller dans l'Assemblée. Demain, ils vont même être au Sénat à moins de 30 ans, parce que c'est là où on conserve le pouvoir. Et on va en faire des ministres. Mais vos enfants à vous, vous qui n'avez pas de parents au gouvernement ou à l'Assemblée ou au Sénat, vos enfants à vous, qu'est-ce qu'ils deviendront? Si vous-même, votre situation est comme ça, quelle sera celle de vos enfants? Alors, Monsieur Jean-Pierre Alingon, nous allons terminer par là. C'est la dernière question. Comment se porte le Parti du peuple, dont vous avez la charge de conduire d'ailleurs? Ben, le Parti du peuple, je dirais qu'il se porte assez mal pour les raisons que je vais vous dire. Entre décembre 2021 et le mois d'avril 2022, nous avons connu la perte, le décès de 4 personnalités de notre parti. En décembre, un membre du bureau politique. En janvier, le président fondateur, William Ota. En février, un autre membre du bureau politique. Et en avril, un autre membre du bureau politique. Comprenez que c'est un choc, c'était comme un cataclysme qui est rentré dans notre maison. Il fallait gérer ces deux. Et du coup, les activités du parti ont pris un coup, un ralentissement. La dynamique qu'on avait initiée pour l'implantation du parti, après Brazzaville, Loudima, disons la Bouenza et la Lekumu, on devait aller dans le Poul, la Sanga et la Cuvette ouest. Ben, tout ça, ça a été un peu stoppé. Après, il y a eu ces élections. On s'est dit, laissons ce bal des singes ou de je ne sais pas quoi se passer parce qu'il y a de la confusion, il y a l'argent qui circule, les militants sont divertis et sont même attirés parfois par le gain facile. Déjà, la situation étant très difficile, même les militants très engagés, mais devant la crise, parfois, ils vont. On s'est dit, on observe un temps mort, d'abord pour gérer nos deuils, et ensuite attendre que le climat des élections passe. Nous envisageons donc de relancer nos activités au mois d'août, en commençant par nous organiser pour remplacer tous les responsables qui nous ont quittés, et puis ensuite relancer le programme d'implantation du parti. Monsieur Jean-Pierre Agnargoy, nous sommes à la fin de cette émission. Je crois que la grande question a été posée aux Congolais, aux jeunes Congolais, évidemment, d'en prendre conscience, de répondre à la question. S'ils ne prennent pas leurs responsabilités maintenant, que deviendront leurs enfants? En tout cas, merci d'avoir été encore avec nous, Monsieur Jean-Pierre Agnargoy, surtout d'avoir répondu à nos questions. À vous merci, aussi, mesdames et merci. demoiselles. Je vous en prie. C'est toujours une occasion pour nous aussi, surtout qu'ici, on n'a pas cette possibilité de nous exprimer sur les chaînes nationales. Donc, souvent, c'est plutôt un soulagement pour nous. On peut au moins dire comment on vit ces choses, ces problèmes-là ici, et nous faire entendre par ceux qui peuvent nous entendre et qui peuvent peut-être prendre conscience et rejoindre ces partis qu'on accuse de ne rien faire,
Mais il faut bien que même s'il y a beaucoup de jeunes dans ces partis, comme le président se réjouit des jeunes qui s'engagent en politique parce qu'ils sont allés dans l'Assemblée, mais nous, on aimerait voir des jeunes prendre d'assaut les partis politiques de l'opposition pour remuer peut-être les vieux que nous sommes, pour qu'on ait du souffle, on ait le dynamisme de la jeunesse pour secouer ce pouvoir. Voilà, en tout cas, encore merci pour ce complément. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je disais merci à vous aussi de nous avoir suivis aujourd'hui. Et comme d'habitude, likez, partagez. Si vous nous avez rejoints pour la première fois sur Keller TV, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenu de nos prochaines productions. On se dit donc à très bientôt. Merci. Merci.